Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre amphi de Césy-Nanterre la promotion donc ingénieur par apprentissage BTP. De Césy, nous avons aussi le plaisir de dire bonjour à nos collègues d'Orléans, de notre centre d'Orléans, mais de tous les centres Césy aussi, des 25 centres Césy qui nous suivent en live donc dans toute la France, ainsi que des tuteurs, des institutionnels, des partenaires. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Je rappelle, les causeries Césy, c'est un cycle de conférences créé il y a plus de 8 ans maintenant sur la demande de la commission d'éthique d'ingénieurs qui vous apporte chaque semaine, de fin octobre à fin avril, tous les mardis de 13h à 14h, un moment d'échange avec un causeur qui vous apporte alors une expertise, certes, mais surtout des bases de connaissances pour vous ouvrir sur le monde, sur des connaissances alors qui ne sont pas forcément appliquées à votre formation. Ce n'est pas un cours, mais c'est bien là pour vous apporter des outils de culture générale, que ce soit sur les méthodologies de l'ingénieur, l'entreprise du 21e siècle, les sciences humaines ou encore la culture générale à travers des thématiques internationales, économiques ou liées à l'art. Merci à tous donc de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler du Lean, le Lean Management dans les métiers du BTP, de la construction. C'est une thématique nouvelle dans le programme des causeries. Nous avions déjà abordé le Lean plutôt industriel. Donc nous allons passer la parole à Monsieur Morel. Mais avant ça, je vous tiens à préciser que vous pouvez poser des questions, puisque évidemment les causeries, c'est aussi un moment d'échange. Comme j'ai rappelé juste avant, à vous dans la salle, vous levez bien la main pour que je vous apporte un micro, puisque nos amis qui nous regardent à travers l'écran souhaitent aussi entendre vos interrogations. Et le live, vous avez l'opportunité également de nous envoyer via le mail causerie au pluriel accroché idfc@cesi.fr vos questions, et je ne manquerai pas de les transmettre à l'ensemble des personnes ici présentes. Donc, je vais laisser la parole. Je vous souhaite une très bonne causerie. Et Vincent, merci à toi d'être là et d'assurer la causerie du jour. Eh bien, écoutez, bonjour à tous et toutes. Quel succès! Enfin, on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la journée. Déjà, vous êtes tous là, très nombreux. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal pour parler du Lean. Et le deuxième succès qu'on a, c'est le retour qu'on a eu aujourd'hui des personnes de 5e année qui ont reçu pendant une semaine une formation sur Lean Management et qui ont été tous enchantés. Donc j'espère que la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui de ce que c'est que le Lean un peu dans le secteur de la construction, donc c'est évidemment pas un cours, mais c'est plus en fait pour vous ouvrir un peu sur d'autres façons de voir un moment le management de projet. Aujourd'hui, c'est avec le Lean, et de vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre ça en application sur vos projets, que ce soit en phase études, programmation, chantier, pour ceux qui sont sur des chantiers, et vous verrez que c'est quelque chose qui va vous accompagner. Donc moi, je m'appelle Vincent Moral, j'ai 49 ans, je travaille dans une société qui s'appelle Coef, qu'on a créée il y a 3 ans, et aujourd'hui, on est 4 personnes. On a même la chance d'avoir un apprenti avec nous qui est ici aujourd'hui. Et on développe le Lean sur les domaines de la construction. Donc le petit voyage que je vais vous proposer là pendant 50 minutes, sachant que ce que disait Louise, c'est que si vous avez des questions, vous verrez qu'à chacune des fins de partie, je vous propose de ne pas attendre la fin de cet échange pour pouvoir les faire, les poser. N'hésitez pas à vous arrêter. On va repartir puisque comme on parle de management de projet, on va repartir de c'est quoi un projet en fait, pour après se dire aujourd'hui, comment ça se passe ces projets? C'est la deuxième étape. Comment ça se passe ces projets dans le domaine de la construction? Ensuite, vous dire, une fois qu'on a fait ce constat, nous, on pense qu'il y a d'autres méthodes de gérer les projets. Donc, on va vous parler du Lean dans le domaine de la construction. Vous montrer rapidement quelques cas concrets. Qu'est-ce que ça veut dire et sur quels projets on peut les appliquer? Vous verrez que c'est, quelles que soient les phases, quels que soient les types de projets. Et ensuite, terminer par, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'innovant ou pas? Ça serait pour que vous puissiez repartir en vous disant, tiens, j'ai peut-être découvert quelque chose qui ne se fait pas souvent, mais qui pourrait sûrement m'apporter quelque chose dans mon quotidien et sur les projets sur lesquels je vais travailler. Donc le point de départ, c'est qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est un engagement. Donc ça veut dire que c'est une promesse que vous faites à un client, quel qu'il soit, pour construire une maison, un immeuble de bureau, un tunnel, une route, en disant, moi je m'engage pour faire les choses. Ça veut dire que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de projet, et s'il n'y a pas un engagement d'une personne à faire ce projet-là, il ne peut pas y en avoir. Un projet, il faut un programme pour savoir ce qu'on va faire. Si vous achetez une maison, vous allez devoir définir le nombre de pièces et ainsi de suite. Il faut qu'il soit conçu
parfois par un architecte qui travaille toujours très bien, il faut qu'il soit exécuté par une entreprise. Et donc, toutes les personnes qui vont travailler autour du projet sont tenues par cet engagement vis-à-vis d'un client. Donc, le résumé d'un projet, c'est que il faut qu'on trouve la meilleure solution entre le coût, le délai et la qualité, et que pour ça, il faut manager le projet. Donc, ça veut dire qu'il faut être un peu le chef d'orchestre, de trouver la bonne équation entre ces trois conceptions-là. Et donc, pour ça, il faut faire un suivi, puisqu'un projet, ça prend du temps. Aujourd'hui, un projet de bâtiment, quand vous allez travailler sur un projet de logement, c'est entre le moment où quelqu'un va dire « je vais construire des logements » et la fin, c'est minimum 6, peut-être 5, 6 ans. Des bureaux, on est sur la même durée. Une tour, ça peut être plus de 10, 15 ans, voire plus. Et je ne vous parle même pas des travaux publics, où là, je pense que la durée d'un projet est beaucoup plus longue. Donc, il faut le suivre et il faut surtout l'organiser. L'organiser pour être sûr que, quelle que soit la place de quelqu'un sur un projet, elle comprenne ce qu'elle a à faire. Un projet, il y a des phases. Donc là, vous êtes en train de découvrir ça, je pense, en première année, mais vous allez voir qu'on part d'une initiation d'un projet, on va dire qu'est-ce que je vais faire comme projet, quels sont les objectifs, comment est-ce que je vais financer, c'est un peu le nerf de la guerre, et puis quel est mon budget. Si demain vous construisez votre maison, vous allez vous poser exactement ces questions-là. Ensuite, vous allez définir plus précisément votre projet, vous allez trouver une équipe, un architecte, des bureaux d'études, une entreprise. Vous allez commencer à définir des phases et puis vous allez faire une programmation pour définir clairement ce que vous devez faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à concevoir votre projet. Et puis la conception, ce n'est pas du jour au lendemain. La conception, c'est on a une idée, on la teste, est-ce que ça marche? Oui. Ah, le client arrive, il a une modification, on recommence et rebelote. La conception peut pour ça être itérative et assez longue. Dans la conception, on a 3 grandes phases. La première phase, c'est de faire des concepts. Donc, j'imagine des solutions, puis je regarde si ça marche. Une fois que j'ai fait mon concept, je vais faire les autorisations administratives, qui sont pour un bâtiment un permis de construire. Pour les ouvrages d'art, toute la partie de faire des AVP, des avant-projets, qui vont être après étudiés par les différents services de l'urbanisme. Et derrière, je vais pouvoir développer mon projet, rentrer dans le détail, qui va me permettre de finaliser mon choix avant de rentrer dans l'exécution. Donc pour ceux qui sont aujourd'hui plus dans la partie exécution, conducteur de travaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir exécuter quelque chose. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Qu'est-ce qu'on rencontre comme problème dans l'exécution d'un projet? Le premier problème qu'on a, c'est que en fait, c'est toujours dur de savoir ce qu'on veut. Donc les objectifs sont soit mal définis, parce qu'il y en a trop, parce qu'ils sont trop importants, parce qu'ils ne sont pas spécifiques, parce qu'ils ne sont pas écrits. Donc ça veut dire qu'à la fin, on ne sait plus trop pourquoi on construit. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a un client qui change tout le temps. Et donc il va changer l'étendue du projet, ce qui va affecter évidemment le coût, le délai, et perturber le management des tâches. Le troisième problème qu'on a sur un projet, c'est comment est-ce qu'on fait pour respecter le délai. Vous allez voir que la question du délai est assez majeure aujourd'hui dans les constats qu'on fait du secteur de la construction. Qui dit délai dit argent, donc il y a la question de comment est-ce que je tiens mes coûts objectifs. Ensuite, on a la question de comment est-ce que je fais travailler les gens. C'est un vrai problème lorsque vous faites du management de projet. C'est votre futur métier plus tard, j'imagine, à tous et à toutes. Et donc, comment est-ce que vous faites à un moment pour bien manager le projet? Et puis, le dernier problème qu'on a, c'est tous les gens qui vont travailler sur le projet qui ne sont pas avec vous au quotidien. Typiquement, les institutions, les mairies, les personnes qui doivent donner des avis sur votre projet. Donc ces problèmes-là, ça fait que derrière, on se rend compte qu'on peut les gérer avec différentes méthodes. Donc je voudrais juste vous présenter très rapidement les 3 grandes méthodes que nous connaissons de gestion de projet. La première méthode, c'est celle que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Je reviendrai après dessus, c'est les méthodes de management qui sont très classiques. La deuxième méthode, c'est celle que je vais vous présenter, qui s'appelle le Lean, qui est en effet une méthode qui vient du secteur de l'industrie, et qui après a été appliquée à bien d'autres secteurs, on va en parler après. Et la troisième méthode, c'est les méthodes qui viennent de l'informatique, donc les méthodes qui s'appellent Agile et Scrum. Ces méthodes-là peuvent être utilisées aussi sur des projets de construction. Quels sont les constats qui sont faits aujourd'hui du secteur de la construction? Surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le premier constat, il est assez simple. Plus d'un projet sur 2 a un dépassement de coût. On parle de 5%, 10%. Dites-vous que si demain vous décidez de construire quelque chose et qu'on vous dit au fur et à mesure du projet qu'en fin de compte, ça va vous coûter 30% plus cher, 20% plus cher, ça va vous poser un problème. Aujourd'hui, ça c'est quand même la réalité de tous les projets de construction. Le deuxième constat, c'est qu'un projet sur 2 est livré en retard.
De la même manière, imaginez, vous achetez quelque chose et on vous dit « Ah, désolé, il faut attendre 6 mois de plus ». Ça va vous poser un problème. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le client, lorsqu'il demande de faire des choses, en fait, ce n'est pas complet. Donc, on va vous demander de travailler sur un projet alors que les choses ne sont pas complètes. Ça, c'est la réalité aujourd'hui du secteur de la construction. C'est une enquête qu'on a fait, COEF, nous, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, vous verrez que la FFB retrouve exactement les mêmes valeurs. Pour vous montrer un peu ce qui se passe aussi dans d'autres pays, parce que certes, la France, nous sommes spécifiques, mais on peut dire qu'on peut retrouver aussi un peu des problèmes identiques suivant le secteur d'activité. Donc on a 2 projets, c'est un projet qui a été fait aux États-Unis, un en Finlande, et en fait sur ces projets-là, il a été étudié les gaspillages. Les gaspillages, c'est tous les temps perdus qu'on fait. C'est pas le fait que l'ouvrier travaille mal, c'est le fait qu'en fait il va devoir refaire les choses ou attendre des choses, et vous allez voir tout ce temps qu'on perd, qui n'est pas un temps en fait sur lequel le client nous paye pour ça. Et donc ces gaspillages-là, c'est quand même 35% de votre main-d'œuvre, 35% de votre temps. Vous imaginez ? 35% de votre temps, c'est un temps en fait qui doit être refait, qui doit être retravaillé. Et pourquoi est-ce qu'on a ce gaspillage-là ? Parce que d'une part, on attend des informations. Donc comme on n'a pas les informations, on ne peut pas travailler, que ce soit les informations du manager de projet ou des ouvriers sur le chantier ou du client. Parce que derrière, on a des conflits, surtout dans le secteur du bâtiment, et puis ça nous prend beaucoup de temps, puis on voit que ce n'est pas toujours très, très vertueux. Parce qu'on refait les choses, parce qu'on a un problème d'organisation en interne, et enfin parce que la coordination de chantier, si elle n'est pas efficace, on voit qu'on perd beaucoup de temps avec ça. Donc cette vision que vous avez de ces projets-là, donc on ne parle pas de 1 ou 2 chantiers, on parle aujourd'hui de presque 600 entreprises, donc on peut dire que c'est quand même assez représentatif. Ça montre que la question du gaspillage est quand même réelle. On va un peu plus loin et on va voir un peu ce qui se passe sur le chantier. Est-ce que vous avez tous fait des stages sur des chantiers en tant que conducteur de travaux, en tant que... Ouais ? Ok. Ça vous parle ou pas ? Ah, ça se passait comme ça sur vos chantiers ? Ah, je suis rassuré. Bon, enfin, ça se passe comme ça parce que ce n'est pas une photo truquée. Donc, il y a des chantiers où on a une vraie problématique de comment est-ce qu'on range et comment est-ce qu'on assure correctement la logistique. Ça non plus, j'imagine que ça ne se passait jamais sur vos chantiers. Bon, visiblement la moitié de la salle a l'air d'accord. Donc on a quand même à un moment une question de rangement sur les chantiers. C'est comme les chambres, hein. Quand la chambre est mal rangée, après on a du mal à retrouver les affaires. Sur un chantier, c'est pareil. Donc on voit que malgré tout, les gens sont quand même très intelligents sur les chantiers parce qu'ils cherchent des solutions d'innovation pour pouvoir tirer du câble. Ils cherchent des endroits pour pouvoir travailler, donc au niveau de la logistique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le chantier qui est le lieu de la production, si on fait la référence avec la partie industrie, en fait, n'est pas toujours le lieu qui est le optimum pour qu'on puisse bien travailler. Et ça, c'est un constat qu'on fait beaucoup. Alors ces courbes-là, elles font un petit peu peur, mais elles montrent la notion de productivité. La productivité, c'est la quantité de valeur, donc la quantité d'argent que vous allez générer avec 1 heure de travail. Ce n'est pas votre salaire. C'est ce que vous allez générer comme chiffre d'affaires, pour être très, très schématique, pendant 1 heure. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ici, ouais, ça se voit, depuis 20 ans, on compare différents secteurs, on compare l'agriculture, on compare l'énergie, on compare l'industrie, et qu'en fait, depuis 20 ans, il y a beaucoup de secteurs, comme l'agriculture, qui ont augmenté leur productivité de près de 200%. Donc ça veut dire qu'ils vont produire 2 fois plus de chiffre d'affaires qu'il y a 20 ans. Et là, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi est-ce que le bâtiment, lui, ça n'a pas bougé, voire pire, ça a régressé. Alors que pourtant, on a des nouveaux outils, on est en train d'imaginer de nouvelles méthodes. Et donc, on se dit, ça veut dire que derrière, il y a quand même une problématique de comment est-ce que, globalement, les choses sont managées. Parce que si on faisait les choses aussi bien que dans l'agriculture, que dans l'industrie, que dans le commerce, on aurait notre productivité qui aurait été augmentée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Constat suivant, c'est, vous savez, il y a beaucoup de consultants qui font plein de rapports sur plein de choses. Et en fait, des gens qui font des études sur tous les secteurs d'activité vont nous dire, mais en fait, dans le bâtiment, si on arrive à améliorer les études de conception, puisque c'est là où il y a beaucoup de déchets, et si on arrive à changer un peu le contrat, on pourrait gagner presque 20% du coût d'un projet. Vous vous rendez compte, 20%. Donc ça veut dire que vous pourriez construire quelque chose 20% moins cher si on améliorait la façon de faire les études de conception et la façon d'avoir un contrat dans les équipes. Ça, c'est le constat qui est fait aujourd'hui du secteur du bâtiment. Derrière, on est dans un monde, dans le bâtiment, avec beaucoup d'enjeux. Premier enjeu, c'est la productivité, je vous en ai parlé. Le deuxième enjeu, c'est les coûts. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une pression bien plus importante des coûts. On a des problématiques de livraison sur les chantiers. Et puis, on a des coûts du maître d'ouvrage qui n'augmentent pas. Donc, on nous demande d'être beaucoup plus
réactif et beaucoup plus capable d'améliorer les coûts d'un projet. Et dans le bâtiment et dans les travaux publics, on a un gros enjeu, c'est la question de l'organisation des projets. Quand vous êtes sur un chantier, vous ne travaillez que sur un seul projet. Lorsque vous êtes dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, que ce soit en bâtiment ou en travaux publics, vous travaillez sur une multitude de projets au même moment. Et donc les gens ne sont pas forcément focalisés sur leur projet, mais ils sont focalisés sur beaucoup de projets. Et cette question d'arriver à faire travailler une équipe, c'est là où on parle de management, alors que les équipes sont soit dans des silos, soit sur plusieurs projets, c'est un vrai enjeu du secteur de la construction. Pour terminer, cette vision que vous pouvez avoir du secteur de la construction, c'est aussi les idées reçues. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que chaque projet, que ce soit un bâtiment, un travaux publics, ce que vous voulez, est un prototype? Chaque projet est différent. Vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? Ouais. Ben non, moi je ne suis pas d'accord avec moi. Désolé. Quand vous allez construire quelque chose, la façon que vous avez de construire quelque chose, vous ne la réinventez pas à chaque projet. Sinon, à ce moment-là, les ouvriers qui seraient sur les chantiers, en fait, vous leur direz chaque fois, il faut faire de façon différente. Et en fait, on travaille tous par habitude. Donc aujourd'hui, dire que travailler dans le bâtiment ou dans les travaux publics, c'est faire chaque fois un prototype. Certes, la forme, la géométrie est différente, mais par contre, les techniques que vous allez utiliser, la façon de faire les choses, le respect de la réglementation, le respect des normes, ça sera toujours la même chose. Donc le côté prototypique est très relatif. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on va changer? Alors surtout vous qui êtes au début de votre carrière, dans quelques temps, pourquoi est-ce qu'on va changer alors qu'en fait, on a toujours construit, et puis à la fin, ça marche quand même plus ou moins bien, malgré les crises qui sont passées. Pourquoi est-ce qu'on va changer en fait? Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? En fait, on n'a pas besoin de changer. On est d'accord, on est dans un monde où on n'a pas besoin de changer. En fait, on se dit qu'on est vraiment dans un monde où on a... Ah, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir... Ouais. On se dit qu'on est vraiment dans un monde où on a besoin de changer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, de rester sur des façons de travailler qui étaient identiques à celles il y a 20 ans, 30 ans, voire plus, ça fait qu'on n'est pas très adapté au monde qui nous attend. Vous disiez pourquoi on a besoin de changer, mais comme on l'a vu juste avant, c'était pour une question d'optimisation à chaque fois. C'est justement parce qu'on veut gagner plus que les sociétés cherchent à changer et pour justement augmenter leurs gains, et c'est ça qui change nos techniques de travailler à chaque fois. Alors, je ne suis pas convaincu que ce soit qu'une question d'argent. Je pense qu'on, ne serait-ce que dans l'organisation du travail, on voit bien que la façon aujourd'hui et l'investissement au travail des gens il y a 50 ans, des gens il y a 30 ans et des gens aujourd'hui n'est pas le même. Donc le changement, c'est aussi à un moment intégré des changements de société. Troisième point, c'est la question de... en fait, peut-être qu'on a pu mettre en place d'autres façons de travailler dans certains pays, par exemple, je sais pas, aux États-Unis ou peut-être sur certains projets, mais pourquoi est-ce que nous, c'est pas pareil? Donc à un moment, une méthode de management que vous allez initier, ça dépend en effet de votre engagement à vous à faire comprendre aux autres qu'ils peuvent changer cette méthode-là. Et le dernier point, c'est la question de, surtout, parce qu'on parle beaucoup dans le bâtiment et dans les travaux publics, Ah, je t'ai dit quelque chose, t'as compris ou pas? Et en fait, vous verrez que, je suis sûr qu'avec tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'espère que vous allez retenir quelques petites choses, mais entre je t'ai dit quelque chose et tu as retenu et tu sais ce que tu dois faire, il y a vraiment un gap qui est très important. Donc toutes ces choses-là, ça nous a amené, nous, à aller développer, donc en effet, le Lean, qui est au départ, qui est une méthode de management qui a été envisagée dans l'industrie, à le mettre en place dans le domaine de la construction. Alors j'ai un petit film. Le Lean Management est une méthode de gestion de projet permettant d'améliorer les performances d'une équipe ou d'un projet. Nous constatons tous, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre ou entreprises, sur tous nos projets, la difficulté de comprendre les attentes du client, de respecter les budgets, de tenir les délais et surtout de ne pas perdre notre temps dans des tâches inutiles. Avec le Lean Management, nous cherchons, en impliquant l'ensemble des intervenants, à définir les conditions optimum de réalisation des études ou des missions de l'entreprise. Pour cela, nous accompagnons les équipes pour définir les besoins du client et la valeur de chacun de ses besoins, prendre conscience collectivement des tâches à exécuter en se focalisant sur celles qui apportent de la valeur au client et celles, appelées gaspillage, qui apportent uniquement de la perte de temps et d'énergie pour les équipes. Mettre en place une planification basée sur le juste à temps, développer un esprit d'équipe valorisant le potentiel
performance collective. Et enfin, améliorer en continu la performance des équipes. Combiné avec des méthodes agiles, le Lean Management permet aux équipes de développer des projets plus rapidement, plus sereinement, d'être plus performants économiquement et de proposer aux clients la meilleure réponse, qualité, coût, délai, adaptée à ses besoins. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, si on veut réussir un projet, il faut qu'on sache un peu ce qu'on doit écrire. Donc, il faut qu'on se raconte une histoire. C'est ça, c'est l'approche systémique. Et il faut qu'on soit sûr que toutes les personnes qui vont travailler sur un projet soient impliquées. Demain, vous allez travailler sur des projets où, à minima, vous aurez 20, 30, 40 intervenants différents. Et en fait, cette question-là de savoir qu'ils soient tous impliqués vous permettra de réussir ces projets-là. Donc le Lean, d'où ça vient? Donc le point de départ, ça a été les années 1900. Donc jusqu'en 1900, on était un peu dans une construction artisanale. Après, on a commencé à mettre de la production. Et puis au Japon, en fait, donc à la sortie de la guerre, ils ont commencé à dire, voilà, pas beaucoup d'argent, on est en pénurie, on a un marché qui n'est pas du tout adapté, et on a beaucoup de concurrents. Et on veut relancer notre machine. Donc il y a M. Taishi Ohno, donc le patron de Toyota, qui s'est dit, mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais trouver une méthode de management qui va faire que je vais me focaliser sur ce que veut mon client. Donc le client va arriver, il va demander son choix de couleur de véhicule et ainsi de suite. Et je vais lui donner son véhicule le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, vous vous dites, dans le monde actuel, je veux une voiture, je vais attendre combien de temps pour l'avoir? Vous savez ou pas maintenant? 6 mois. 6 mois, c'est les délais qu'il y avait en 1950. Sauf qu'à cette époque-là, il y avait en face, non pas au Japon, mais aux États-Unis, il y avait le Fordisme, où on arrivait en disant, je veux une voiture, et on repartait avec la voiture. Et la voiture, elle s'appelait la Ford T, elle avait une forme particulière, et elle était noire. Et donc, on n'avait pas le choix. Et donc, M. Taishi Ohno de Toyota, il s'est dit, moi, je vais imaginer quelque chose où je vais proposer au client de répondre à ce qu'il veut. Donc, il va choisir son modèle. Et surtout, je vais réduire le délai au minimum pour qu'il ait sa voiture le plus vite possible. Pas en sortant de l'usine, mais le plus vite possible. Et donc, c'est là où il a inventé donc, le Lean. Puis derrière, il y a une université américaine qui s'est mise un peu sur le sujet dans les années 90 et qui a transformé le Toyota Product System, donc le système de production de Toyota, le fabricant de véhicules, en Lean. Et donc, on retrouve les notions importantes. C'est je me focalise sur ce que veut mon client, donc je dois savoir ce qui est la valeur. Et la valeur n'étant pas une question de financier, ça peut être une question aussi humaine. Et derrière, je vais essayer de réduire tout ce que je fais qui n'a pas de sens. Un petit historique pour vous dire que ce n'est pas tout nouveau le Lean. Le Lean, les points de départ du Lean, c'est en 1891. Bon, après, il y a eu différents éléments. Et le point qui est important pour nous, c'est quand on a traduit le Lean, quand le Lean a été traduit dans le domaine de la construction. Donc en 2008, Glenn Ballard et Greg Orwell ont inventé le LPS. Est-ce que certains d'entre vous, sur vos projets, vous avez entendu parler du Last Planner System? Oui. Donc ça fait 2 sur 200. On a encore un peu de travail. On va essayer de développer ça. Donc les fondamentaux du Lean, je vais vous les rappeler. Retenez juste vraiment de cette présentation que réussir un projet, c'est du collectif et c'est surtout à un moment de savoir ce que chacun doit faire pour être sûr qu'on aille tous au même endroit. Donc les fondamentaux du Lean, c'est je dois identifier la valeur pour le client, donc savoir ce que veut le client pour être sûr de répondre à sa demande. Je dois derrière raconter une histoire, c'est ce qu'on appelle identifier le flux, le process. Je dois me dire ce que je dois faire dans les 2 semaines à venir, 4 semaines à venir, 6 mois à venir, 1 an à venir. Derrière, pour pouvoir être performant, je vais faire les choses avec une planification tirée. Alors là, c'est un concept très important. Ça veut dire que je ne vais pas faire les choses en fonction du début, mais en fonction de la fin. Donc si j'ai besoin, par exemple, de recevoir dans 6 mois telle chose sur le chantier, je vais m'organiser pour les recevoir dans 6 mois. Et je ne vais pas me dire à un moment, tiens, dès que je peux, je vais les envoyer. Je les enverrai quand j'en aurai besoin. On parle de collectif en permanence, donc c'est la question de comment est-ce qu'avec une forme de management, je vais pouvoir partager collectivement l'information sur le projet. Et puis, comme tout système de management, vous allez voir ça, quel que soit le système, j'ai évidemment une question d'amélioration continue. Schématiquement, je pars de, vous reconnaissez une petite grue, donc, puisqu'on parle de construction, je parle de stabilité opérationnelle. La stabilité opérationnelle, c'est quoi? C'est quelle est la bonne équipe? Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de la table sont
sachante pour pouvoir faire le projet. Faire un projet, ce n'est pas autre chose que de résoudre des problèmes. Votre quotidien, plus tard, ça ne sera que ça. Et à chaque problème, une solution. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va résoudre les problèmes ensemble? Derrière, on va mettre en place du management visuel pour être sûr que tout le monde comprenne les choses. On va mettre en place du 5S. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du 5S sur les chantiers? Non. Le 5S sur les chantiers, c'est des méthodes qui nous permettent d'éviter de voir les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc on va organiser tant les zones de stockage, les zones de production, les zones de circulation. On va organiser la logistique. C'est là où on voit le 5S. Et vous verrez qu'on peut mettre ça aussi en phase d'étude. Pour que derrière, c'est là où on va être performant, c'est là où on va supprimer le gaspillage, on fasse toutes nos tâches bon du premier coup, juste à temps. Pour vous donner un exemple, on travaille actuellement sur un des projets des Jeux Olympiques. Ben moi, je peux vous dire, en ayant travaillé à la planification et le travail avec les équipes, avec le Lean, ce que va faire une personne dans 2 ans à tel endroit. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prévu ce qu'elle fera et je vais m'assurer que quand elle va devoir le faire, elle aura bien tout ce qu'il faut. Son équipement, son matériel, ses instructions, ses plans d'exécution, et ainsi de suite. Et donc cette notion de préparer le travail des gens bien en amont permet d'être sûr que quand on va faire la tâche, on ne va pas revenir derrière pour la refaire. Je pense que vous avez tous à un moment fait venir chez vous des livreurs, ou des gens pour faire des travaux. Le nombre de fois où vous arrivez et il manque des choses, faut qu'on revienne pour les travaux ou pour la livraison. La livraison, non, c'est pas ce que j'avais commandé. Ce qui fait que si vous faites un parallèle avec le domaine de la construction, c'est là où on perd beaucoup de temps. Derrière, on retrouve cette notion d'amélioration continue pour arriver à la satisfaction du client. Et tout ça, ça ne fonctionne que... Ouais, je fais un juste et je... Ouais. Tout ça, ça ne fonctionne que si vous arrivez à mettre l'humain autour de la table. Donc j'ai mis un homme et on est bien d'accord que c'est avec un grand H. C'est-à-dire que c'est soit vous arrivez à faire travailler tout le monde autour de votre façon de travailler, et à ce moment-là, vous arriverez à faire ça, soit vous n'y arrivez pas, et là, ce sera plus compliqué. Oui. Bonjour. Comment le Lean prend en compte les aléas? Parce que vous dites que vous savez exactement ce que va faire telle personne dans 2 ans, à tel endroit, avec quel matériel. Comment vous prenez en compte les aléas dans le Lean? Alors, sur les chantiers, comme on est sur une planification tirée, on va se dire, par rapport à une date fixée, qui est la date de réception pour le client, on va définir ce qu'on appelle un buffer. Un buffer, c'est, en termes français, c'est la marge de manœuvre. Donc, votre notion des aléas. Et puis, on va se dire, tiens, par rapport à ce que veut le client, nous, on pense qu'on peut terminer quelques mois plus tôt. Et donc, l'écart entre quand on pense terminer et la réception du client, c'est ce qu'on appelle la marge de manœuvre, donc le buffer. Et puis, on va voir chaque semaine si on a respecté nos engagements. Et si on les a respectés, le buffer, la marge de manœuvre reste la même. Si on ne les a pas respectés, on va réduire ce buffer-là. Mais on a une vision globale. Alors, ce qu'on va chercher à faire quand on travaille en Lean, on va chercher d'une part à avoir une approche systémique, c'est simplement à se raconter ensemble comment on va faire le projet, quelles que soient les phases. On va chercher à bien comprendre ce que veut le client, c'est identifier les valeurs. On va chercher à supprimer tous les gaspillages. Donc c'est toutes les choses qu'on va faire qui ne servent strictement à rien. On va chercher à travailler sur le collectif et avoir une performance collective. Et enfin, on va chercher à résoudre nos problèmes en transparence. La transparence, en particulier dans le secteur de la construction. Donc moi, ça fait quelques années que je travaille dans le secteur de la construction. Le nombre de fois où j'entends le « chut », surtout, on ne dit rien, puis on verra. Ah, ça fait rire. Ça veut dire que ça vous parle, ça, peut-être? On dit rien et on verra. Et en fait, quand on verra, le verra, il fait très mal. Donc la question de la transparence, c'est comme ça qu'on arrive à résoudre petit à petit des problèmes qu'on aura tous sur nos projets. On parle de gaspillage. Je vais aller très vite là-dessus. Retenez juste qu'en fait, votre quotidien, pour que vous ayez un peu une idée précise, à votre avis, un ouvrier, combien de temps il passe sur le chantier à marcher pour amener son matériel, pour aller faire sa tâche, pour aller chercher les outils dont il a besoin, pour aller chercher les informations auprès du chef chantier? Combien de temps il marche par jour, à votre avis? 50%. 50% de son temps. On n'est pas loin. 50% de son temps, ça fait qu'il fait entre 10 et 12 km par jour. Vous faites beaucoup de sport, vous, ou pas? 10 et 12 km par jour, ça fait quand même pas mal, quoi. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas payé pour faire des kilomètres. Donc, la question de ce temps qu'il va perdre à marcher, on pourrait largement améliorer les choses s'il ne marchait beaucoup moins pour pouvoir être effectivement à son poste de travail.
Donc les gaspillages qu'on découvre dans le secteur de bâtiment, c'est le fait de stocker trop de stock sur le chantier ou trop de stock en étude de choses que je n'ai pas traitées. Le fait à un moment de me déplacer de façon inutile, c'est l'exemple que je vous donnais par rapport au temps de marche des ouvriers sur un chantier. Le fait à un moment de faire des transports qui n'ont pas d'intérêt. Ceux qui travaillent aujourd'hui dans le domaine des études, alors on est beaucoup moins concernés maintenant puisqu'on a un petit Covid qui est passé par là, mais il n'empêche qu'avant, on allait à des réunions à droite à gauche en permanence et qu'en fait, ça ne servait strictement à rien pour la majorité. Le fait de produire trop vite, trop tôt. Le fait après d'avoir du temps d'attente, j'attends une information qui me permet de travailler. J'imagine que ceux qui ont travaillé sur les chantiers ont attendu un certain nombre de fois l'intervention d'autres sous-traitants ou d'autres co-traitants pour pouvoir travailler. Le fait de produire trop tôt, de faire des choses qui n'ont aucun intérêt, qui sont inutiles, et le fait de ne pas utiliser la compétence de tout le monde. Travailler sur ces gaspillages-là, vous verrez que pour les supprimer, on ne va pas arriver avec une baguette magique et dire « allez hop là, c'est fini ». On va en fait travailler avec les équipes, avec le management de projet, c'est là où le management de projet est indispensable, pour se dire comment est-ce qu'on fait pour ne pas vivre ces gaspillages-là. Et donc, on va identifier la valeur ajoutée pour le client, qui nous permettra donc de répondre mieux à ses attentes, et on va réduire nos gaspillages. Je vais passer un peu plus vite sur cette slide-là, parce que sinon, je ne vais pas tenir mon temps. La finalité de ça, de mettre du systémique, donc de l'approche, le fait de raconter une histoire et de mettre du collaboratif, ça va nous permettre de dire au client, eh ben en fait, je vais vous proposer le projet le plus qualitatif par rapport au montant que vous avez. Ça va nous permettre derrière, non pas d'avoir un projet moins cher, mais d'avoir un projet qui aura le meilleur rapport qualité-coût. Et par contre, ça va nous permettre de tenir nos délais. Quand je vous ai parlé à un moment des constats du bâtiment, le premier constat, c'était on ne tient pas le délai, on ne tient pas les coûts. Donc le Lean, aujourd'hui, répond à ça. C'est ce qu'on cherche à faire sur tous les projets. Ça vous montre un peu... Il y a une question ? On a une question via le live, un collègue donc, de Saisie Montpellier qui demande le Lean Construction et le processus BIM sont-ils compatibles? Donc peut-être qu'on peut en parler après, il n'y a pas de souci. Ce que je propose, je vais en parler juste après. Parfait. Voilà. Ça vous montre un peu sur les différentes phases d'un projet. Je vous rappelle, on parle d'un programme, de la conception et de la construction. Donc c'est les 3 points que vous voyez ici, programme, conception et construction. Toutes les méthodes qui peuvent être mises sur le Lean. Je ne vais pas vous faire toutes les méthodes parce que pour les 5e années, on a mis 18 heures quasiment à le développer. Mais par contre, je vais vous faire juste 3 focus, en effet, sur c'est quoi de faire une planification collaborative. Le deuxième focus, c'est quoi le management visuel, parce que c'est des choses qui sont indispensables dans le Lean. Et le troisième focus, c'est quoi l'approche avec le BIM qu'on peut avoir sur le Lean. Premier focus, le LPS. Le LPS, ça veut dire Last Planner System. Last Planner System, ça veut dire que c'est celui qui fait, qui sait. Ça veut dire que, par exemple, le plaquiste, il sait beaucoup mieux que moi le temps qu'il lui faut pour poser ses cloisons. Le gros œuvre, pareil. Et donc, on va demander aux gens qui sont sachants de faire les choses. Donc, le principe, c'est une démarche collaborative où on part de, initialement, ce à quoi on est habitué, c'est que la personne qui fait la planification récupère toutes les informations, puis après, elle fait le planning. Puis après, les gens, ils se débrouillent, parce que c'est elle qui a décidé. Là, on va partir sur un principe où les gens vont faire la planification ensemble pour être sûr qu'on a bien les interfaces qui sont traitées entre les uns et les autres. Et cette planification ensemble, ça va nous permettre à un moment de mieux préparer, de mieux piloter et de mieux organiser, que ce soit les études ou les travaux. Quelques exemples. Ça, c'est ce qu'on appelle un LPS qui a été fait sur une étude de conception. Donc vous n'êtes peut-être pas très habitué à ça, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'avant, sur les études de conception, on disait souvent, pour faire une phase de conception, par exemple l'APS, l'APD, le PRO, vous connaissez tous ces dénominations-là ou pas? Plus ou moins? Bon, on a des gens qui nous regardent qui ne sont pas forcément du BTP. D'accord. Donc les différentes phases de conception, c'est les différentes phases de développement d'un projet en conception. En fait, ce qu'on fait là-dessus, c'est qu'on se dit pour une phase, on va définir par rapport à des zones de travaux. Donc par exemple, on va dire c'est pour le tel étage, c'est pour les sous-sols, c'est pour les espaces extérieurs. Ce que chacun doit faire, vous voyez, donc une étiquette correspond à l'intervention de chaque intervenant, sachant que vous voyez ici que là, on a défini tous les gens qui travaillaient sur le projet. Et on met en relation ça avec ce que doit nous donner le client. Donc on a une histoire qui fait que je sais que tel jour, telle semaine, vous voyez là j'ai les semaines, telle personne doit faire telle chose si elle a reçu toutes les choses avant. C'est ça une histoire.
Et donc, ça a été fait de façon collaborative parce que tout le monde a participé à la mise en place de cet outil-là. On retrouve la même chose en étude d'exécution. Ça, c'est par exemple sur le projet du village des médias, donc un des projets des Jeux Olympiques, où on a écrit les mêmes choses. On retrouve la même chose. Donc, une fois qu'on a fait cette vision long terme, on va aussi pouvoir suivre ce que chacun doit faire chaque semaine. Manager, ça fait partie, le fait de piloter un moment un projet, ça fait partie du management. Et ça, alors là, ça va vous paraître peut-être extrêmement illisible. Ça vous semble illisible peut-être? Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Sauf qu'avec ce planning-là, qui est un planning type de LPS, je sais sur 24 mois, là on a 540 logements, je sais à quelle phase je vais faire quelle chose. Si vous mettez ça avec d'autres formes de planification que vous connaissez peut-être, qui s'appellent le Gantt, vous verrez que ça sera beaucoup moins lisible. Alors que là, je sais tout de suite me retrouver. Pour maîtriser quand vous managez des projets, vous avez besoin de piloter et de savoir ce que chacun doit faire. Et donc, on a besoin d'affecter des tâches, on a besoin de définir des points bloquants, et on a besoin à un moment d'indicateurs. Donc, lorsqu'on utilise du management visuel, ceux qui ont travaillé sur des chantiers, vous avez sûrement reçu des comptes rendus, j'imagine, qui faisaient souvent beaucoup de pages. Est-ce que vous lisiez les comptes rendus? Oui? Oh, mais non, vous êtes sympa, vous. Parce que quand même, les comptes rendus, c'est quand même par essence le document qu'on lit jamais. Donc la question, c'est comment est-ce que je donne à tout le monde simplement une vision claire et nette de ce que je dois faire. Et c'est là où on utilise du management visuel. Vous recevez aujourd'hui un document comme ça. Vous savez pertinemment, par rapport à ce que chacun doit faire, qui est en retard, qui est en avance, qui n'a pas fait les choses. Et ce qui est important, c'est de savoir ce qui va bloquer. Vous savez pertinemment si le client vous a donné toutes les informations. Vous savez pertinemment les modifications qui existent. Et vous voyez, c'est des choses qui sont très visuelles, très simples à retenir et à comprendre. On peut retrouver la même chose par rapport à l'avancement de production de documents. On peut retrouver la même chose par rapport à l'avancement sur le chantier. Le sujet, c'est comment est-ce que je suis sûr que, quelle que soit la personne sur le chantier, du chef de chantier, du conducteur de travaux, de l'ingénieur, du patron, de n'importe qui, tout le monde a la même vision. Et donc, on fait ce qu'on appelle des salles de pilotage, des Obeya Rooms. Cette notion de salle de pilotage, on le voit de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez des patrons comme... il y a une salle de pilotage qui est très connue, qui est celle du patron de Peugeot. C'est comme ça qu'il dirige aujourd'hui son entreprise. Sur les chantiers, on a travaillé par exemple sur le nouveau siège de Vinci qui est à Nanterre. Ça a été fait comme ça. Il y a d'autres chantiers qui ont été faits à Monaco aussi avec des méthodes comme ça. Donc la question du pilotage, elle est bien réelle. Ah, ça a sauté. Alors, attendez, ça revient? Non. Ah, c'est bon. Voilà, pour la question du Lean Beam, je vais vous en parler maintenant, rapidement. Je vous ai pas trop perdu, ça? J'essaye. Le principe, c'est que vous commencez aujourd'hui, vous, surtout les plus jeunes, à être... vous avez des cours en BIM, d'autant plus qu'aujourd'hui, même si la loi n'oblige pas en France à faire des projets en BIM, ça va arriver très vite. Aujourd'hui, ça devait être fait normalement autour de 2020. On parle de quelques années. Donc dans quelques années, ça sera obligatoire. Le Lean, aujourd'hui, ce que je vous explique avec le Lean, c'est que bon, c'est un état d'esprit. On est plus ensemble que chacun en train de penser à son histoire. Et puis, on va s'assurer avec le Lean de comment est-ce que les informations sont partagées. Le BIM en soi, ça permet quoi? Ça permet d'avoir l'information, la donnée, à un seul endroit. Quand je dessine, je mets une donnée géométrique. Quand je dessine, je mets une donnée, par exemple, sur le type de matériau, sur les finitions, sur n'importe quoi. Et donc, c'est bien sur la maquette que je vais retrouver toutes les données. Puis, on se rend compte que si on veut vraiment être efficace, en fait, il faut qu'on aide les gens à avoir une meilleure collaboration. Donc, la question du contrat entre les gens, donc du contrat de maîtrise d'œuvre. On a fait, par exemple, une formation sur la loi MOP, où on voit bien que le mode de contrat de la loi MOP n'est pas favorable aujourd'hui à un travail extrêmement collaboratif. Et vous verrez qu'en travaillant sur le Lean, le BIM et le mode de contrat, voilà, le Lean, le BIM et le mode de contrat, eh ben on arrive à avoir des projets qui sont
d'excellence. Voilà, j'espère que je n'ose plus bouger. Il y a un certain nombre de projets qui se sont faits comme ça aux États-Unis et dans les pays nordiques. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que s'ils mettaient tous les gens autour de la table avec un contrat qui était beaucoup plus simple et qu'ils arrivaient à travailler beaucoup plus en intégrant la maquette avec des méthodes lean, eh ben, ils faisaient quelque chose qui était gagnant-gagnant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu innovant. Vous ne verrez pas trop ça sur les projets. On commence à le mettre en place. Mais moi, je suis sûr que d'ici quelques années, ça sera beaucoup plus présent. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, en prenant le BIM pour mettre les données, en utilisant des méthodes agiles et en prenant le lean pour raconter l'histoire, on sera sûr qu'on aura, quelle que soit sa place, la bonne information au bon moment. Vous retiendrez que ce qu'on voit actuellement de façon très classique, d'avoir une personne qui fait la coordination des études ou de la coordination de travaux, par exemple le chargé d'affaires avec le BIM manager, ce binôme de travailler avec le binôme Lean BIM permet d'avoir une vision complète entre données et informations. On définit donc des outils qui sont communs aux deux. Et derrière, alors c'est la demande qui avait été faite. Donc vous voyez, on retrouve là une planification LPS qui est faite avec les méthodes Lean. Et en même temps, on commence à planifier les maquettes qu'on doit faire et les informations qu'on doit donner aux maquettes pour qu'on soit sûr que les maquettes soient cohérentes. Ça, vous allez voir que derrière, si vous ne mettez pas ça en place, en fait, vous allez avoir des maquettes qui vont être faites, et après, vous allez perdre un temps pas possible avec les maquettes. Donc de lier les deux, ça permettra effectivement de gagner un temps important avec les maquettes. Si la personne a eu, je sais pas, j'ai répondu à la question de la personne. Allez, quelques cas concrets. Je vais passer très vite. Ça peut s'utiliser, le Lean, ça s'utilise sur la construction hospitalière. Ça s'utilise sur la construction de tertiaire. Ça s'utilise lorsqu'on doit faire à un moment des études et des travaux. C'est une réalité lorsque le délai du client est très court et qu'on doit commencer les travaux avant d'avoir fini les études. Le Lean a été quelque chose qui a été très favorable. Ça s'utilise, là c'était sur un aéroport à Marseille. Ça s'utilise dans les data centers. Ça peut s'utiliser, vous voyez, c'était sur des logements sur lesquels en fait on avait une contrainte, 400 logements en moins de 30 mois. C'est très court. Ça s'utilise, c'était un autre exemple de logement. Ça peut aussi s'utiliser beaucoup dans le domaine des entreprises. Aujourd'hui, la Fédération française du bâtiment demande à ce que beaucoup d'entreprises qui sont des PME, qui sont aujourd'hui peut-être les entreprises où vous irez travailler plus tard, se mettent au Lean parce qu'on voit bien qu'on améliore comme ça le fonctionnement de l'entreprise. Je vais passer, vous voyez que ça c'était une petite enquête qu'on a fait en étude qui a montré que ça avait permis d'améliorer le délai, c'est ce qu'on cherchait, qu'on avait une approche plus collaborative, qu'on pouvait mieux tenir compte des demandes du client. Et puis surtout, derrière, que les gens qui ont travaillé avec cette méthode de management de projet disent nous, ça nous a plu, on veut bien recommencer. Pour terminer cet exposé, je vous propose de voir si c'est effectivement une méthode innovante par rapport aux autres méthodes. Je repars des différentes méthodes de gestion de projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous rappelle, il y a la méthode traditionnelle, qui est vraiment la méthode qu'on voit, la méthode du Lean Management, où on retrouve un peu les différents points, et puis les méthodes Agile et Scrum. Si on fait un petit focus sur la méthode traditionnelle, comment ça se passe? Une méthode traditionnelle, on dit, un client arrive, dit voilà ce que vous avez à faire, l'équipe dit ok, part avec le dossier sous le bras, fait le dossier, revient et dit ça y est, c'est fait. Puis si le client il a des modifications, on verra ça un peu plus tard. Donc on se retrouve avec une planification des tâches qui est organisée depuis le début du projet. On a un chef de projet qui dirige tout le monde et qui va affecter les choses des différentes personnes. Et chaque phase, pour pouvoir commencer, doit être validée. Donc on est sur un système qui est quand même assez strict. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas fini une phase, on ne peut pas commencer une autre phase et ainsi de suite. Je rajoute que la validation du client est faite à la fin de chaque phase. Et donc, toute modification nécessite de revoir le process global des études ou des travaux du fait de la chronologie et de l'indépendance des tâches. Ça, c'est ce que vous voyez sur tous les projets. Derrière, si on revient sur les méthodes Agile et Scrum, alors là, on est dans un univers complètement différent de celui qu'on connaît, nous, dans le domaine de la construction. La grande différence, c'est que les gens qui travaillent dans l'Agile et du Scrum, en fait, ils sont tous en train de développer des outils ou des logiciels informatiques. Ils se retrouvent le matin et ils font ce qu'ils appellent des daily meetings. Donc, ils ont 5 minutes le matin pour se dire comment est-ce qu'on va travailler et comment est-ce qu'on va travailler. Voilà. Et qui se retrouvent le lendemain pour dire ce qu'ils vont faire. Ça n'existe pas dans le bâtiment.
Par contre, il y a des choses qui sont quand même très intéressantes, c'est qu'on voit la question à un moment de travailler dans un cycle court, c'est-à-dire non pas se dire, bah, tiens, je vais attendre la fin d'une phase d'un projet, mais d'avoir juste la fin d'une semaine ou 2 semaines de travail pour pouvoir changer ce que je vais faire, qui permet d'être beaucoup plus attentif et flexible à ce que veut le client. Et aujourd'hui, si on veut s'attacher à ce que veut le client, c'est ça qui compte. C'est la flexibilité qu'on doit avoir. Troisième méthode, c'est la méthode Lean. Je ne vais pas vous refaire l'exposé, mais retenez vraiment, j'insiste, c'est je focalise sur ce que veut le client, je vais raconter une histoire, donc c'est l'approche systémique, et je vais mettre du collaboratif avec des outils de management visuel, entre autres, pour être sûr que tout le monde soit impliqué. Donc la question, c'est est-ce que ces méthodes-là, par rapport à la méthode traditionnelle, sont plus innovantes, plus efficaces que des méthodes plus classiques? Donc si on regarde la question de voilà. Si on regarde la question de l'adaptabilité, quand vous voyez les méthodes traditionnelles, en fait, on voit que c'est quand même pas très, très adaptable parce que le client nous a donné ces informations au début, on fait le projet, et puis à la fin, on vient le voir en disant est-ce que c'est vraiment ce que vous vouliez? Alors que les méthodes Lean et Agile, on voit que comme on va intégrer petit à petit les demandes du client, c'est beaucoup plus adaptable pour un client. Donc le client a intérêt à travailler avec ça. Deuxième question, les risques. Les risques pour un client, au début, ils sont majeurs, ils sont très importants, voilà. Et puis, on voit que plus on va à un moment avancer dans notre projet, plus son risque va baisser. Mais sauf qu'en fait, si on intègre petit à petit ces demandes très très rapidement, on va pouvoir faire baisser le risque du client. Donc il y a un vrai intérêt à un moment pour le client, pour les entreprises, pour la maîtrise d'œuvre à utiliser ce genre de méthode. La visibilité. La visibilité, c'est quoi? C'est la compréhension du projet et donc l'implication du client dans le quotidien. Et donc on voit que dans les méthodes traditionnelles, comme le client est là au début pour dire voilà ce que je veux, et puis il revient à la fin, en fait la visibilité elle est quasiment nulle sur toute une partie du projet. Sur les méthodes agiles et lean, on voit que comme le client est là avec nous tout au long du process, on va vraiment pouvoir intégrer cette demande, et donc pour lui, il y a une plus grande implication. Et enfin, la valeur ajoutée. Valeur ajoutée, donc on voit que le fait de travailler avec des méthodes traditionnelles, certes, à la fin, on va amener la même valeur, sauf qu'en fait, comme l'équipe travaille dans son coin, elle ne peut pas amener rapidement la même valeur au client, ce qui n'est pas le cas des méthodes agiles et lean. Ça vous paraît compréhensible, ça? Okay. Et donc, ce que vous devez retenir par rapport à ces différences, c'est que sur une méthode traditionnelle, on a ce qu'on appelle le cycle de vie cascade en V. Pourquoi cascade en V? Parce que j'ai une donnée du client, ça descend jusqu'aux équipes et ça remonte au client. Donc le client, lui, il n'est pas là en process tout le temps. Alors que sur l'approche Lean et Agile, on est itératif et incrémental. La planification, on voit qu'elle est définie dès le départ avec des jalons, alors que la planification Lean, elle s'adapte, elle est adaptative, pardon. La documentation, en fait, lorsqu'on va faire des projets traditionnels, on va produire très vite beaucoup, alors que en fait, sur la partie Lean, on va se... Oh, ça devient pénible. Sur la partie Lean, ça fait partie des petits gaspillages. Bon, au moins, vous avez la preuve que c'est en live. Hein. Voilà. Il me reste 2 slides. Hein. Mettez-le sur celui-là, mettez sur celui-là. Ça revient. Allez. On peut peut-être poser une question entre-temps. Ça reprend. Ça revient. C'est bon. Voilà, allez, pourvu que ça tienne jusqu'au bout. Donc on voit que dans l'approche traditionnelle, l'équipe, en fait, on va avoir des équipes qui sont en silo, alors que le côté collaboratif du Lean permet d'avoir des équipes qui sont responsabilisées. Que sur la qualité, on a un contrôle qualité à la fin du cycle, alors que sur la partie Lean Agile, le client il découvre le projet petit à petit, et vous n'avez pas un moment à la fin, le coup près final
Pour vous donner un exemple, on travaille actuellement sur un lycée où en fait la région Île-de-France est avec nous sur l'ensemble du développement du lycée. Et on n'attend pas la fin pour intégrer ces remarques. Ce qui fait que lorsqu'on a eu la validation à un moment d'une phase, en fait les remarques qu'elle a faites, on les avait déjà intégrées et on a pu avancer comme ça le projet sans reprendre tout à zéro. Ensuite, vous avez sur les changements, on voit qu'on est sur une forme de résistance avec le management traditionnel, ce qui n'est pas le cas avec l'approche Lean. Et ensuite, sur la question des risques, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est sur une gestion des risques qui est intégrée sur l'approche Lean, ce qui n'est pas le cas dans l'approche traditionnelle. Voilà. Maintenant, en toute honnêteté, il y a quand même certaines résistances des équipes à passer sur un mode on est collaboratif, on est ensemble, on ne pense qu'au projet et pas qu'à son domaine à soi. Et donc on voit qu'aujourd'hui, les principales résistances qu'on a, c'est au niveau de la connaissance et de la pratique. Et donc ça nécessite de l'engagement. Ça nécessite votre engagement à vous, ça nécessite aussi l'engagement à un moment de vos supérieurs, parce que si aujourd'hui le client, les patrons ne sont pas prêts à s'engager dans ce genre de démarche qui est beaucoup plus transparente, ça ne fonctionnera pas. Et la deuxième chose, c'est en fait, après, au quotidien, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'en intégrant ces démarches-là, on arrive à avoir quelque chose qui est efficient. Le sondage que je vous montrais tout à l'heure, qui statuait sur oui, en fait, ça nous a vraiment aidé, on veut retravailler sur les méthodes Lean, ça montre bien que derrière, une fois que les gens ont pratiqué, ils se rendent bien compte de l'intérêt de ce genre de méthode. Et je termine par ce petit slide qui vous permettra d'avoir en fait la différence entre le traditionnel et le Lean. Traditionnel, objectif partiel par rapport au Lean, une performance globale. Le fait à un moment pour traditionnel de manager par les instructions, alors que pour le Lean, on va manager par l'orientation. Et enfin, de partir à un moment pour le traditionnel, de partir des besoins de chaque entreprise, alors que pour le Lean, on part des besoins du client. Ce qu'on vous recommande, c'est que le Lean derrière, qu'est-ce que ça va vous apporter sur vos projets? Un meilleur service au client, le fait à un moment de tenir vos délais, le fait à un moment d'avoir des études de qualité, et le fait derrière d'avoir une équipe qui va travailler dans des conditions plus sereines. Voilà, j'en ai terminé. Il est plus 50. On va passer à une séquence de questions-réponses. Donc là, j'ai quelques questions via le live. Un collègue qui vous demande: la chaîne critique, théorie des contraintes, est souvent mise en concurrence avec le Lean, connaît production et gestion de projet. Il voulait savoir si finalement dans les outils de Lean Construction, ils incluent les outils de la chaîne critique théorique des contraintes. En fait, on utilise pas. S'il vous plaît. Alors, je pense que c'est des outils qui sont très spécifiques à l'industrie, la chaîne critique. Aujourd'hui, dans le Lean, on utilise la VSM, qui est la Value Stream Mapping, qui est vraiment l'outil qui nous permet d'améliorer et de limiter les gaspillages. La question de la chaîne critique, je pense qu'on répond un peu à ça. On a une autre question. Donc, le client est-il réceptif à son implication dans le management par la Lean Construction? Y a-t-il des freins aujourd'hui que vous avez pu mettre en exergue et comment sont-ils levés en fait? En fait, on a certains clients, par exemple dans la partie privée, qui voient dans le Lean un intérêt parce qu'il y a de la transparence, mais comme ça les engage aussi, si eux derrière, par exemple, au dernier moment, ils changent, ils ont un peu plus de mal à accepter que derrière, il puisse y avoir des délais qui sont rajoutés ou pas. Maintenant, le client se rend compte aussi que c'est comme ça qu'il arrivera à avoir une meilleure intégration et une meilleure performance des équipes. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les exemples qu'on vous a donnés, c'est vrai qu'on a des clients qui se rendent compte du travail qui est fait par les équipes, parce qu'ils voient l'histoire qui est racontée, et qui derrière intègrent à un moment les modifications qu'ils doivent faire. Des questions dans la salle? Vous avez peut-être eu... Oui, j'arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, concrètement, on sait qu'on a les solutions du Lean Management, mais en réalité, on sait que sur un chantier, c'est toujours pas facile qu'un client nous facilite la tâche. Le client, souvent, on va dire qu'il nous laisse se démerder et c'est à nous de trouver des solutions de conception et de réalisation et tout ça, ça demande du temps, de l'argent et c'est pas toujours ce qu'il veut pas souvent payer en plus, etc. Donc ça ralentit le chantier. On connaît la réalité aujourd'hui du terrain et est-ce qu'aujourd'hui on sait vraiment appliquer ce management pour améliorer nos chantiers aujourd'hui?
Bah là, je pense que la meilleure réponse à vous donner, c'est depuis une dizaine d'années, tous les majors des entreprises, donc que ce soit les Bouygues, les Vinci, les Eiffage, ont mis ça en place. Aujourd'hui, vous avez mis ça en place. Ça, c'est mis en place aussi par des Legendre, des GCC. Les petites et moyennes entreprises sont en train de mettre ça en place. Donc, en fait, le fait que toutes ces entreprises-là mettent ça en place, c'est qu'il y a un intérêt pour elles. Le premier intérêt sur le chantier, c'est en effet le fait de tenir le délai, parce qu'on va beaucoup plus préparer le travail des équipes et aussi, à un moment, canaliser le client dans ses choix que sur une méthode traditionnelle. Et le deuxième intérêt sur le chantier, c'est le fait de réduire le nombre d'accidents. Tout à l'heure, je vous ai très, très rapidement parlé du 5S, qui étaient les méthodes d'organisation à un moment du chantier et aussi des données. Le fait à un moment de mieux organiser les chantiers, de mieux organiser là où on va stocker, là où on va mettre les informations, là où on va récupérer les informations, et ainsi de suite, fait que derrière, les entreprises ont vu là-dessus une possibilité de performance. Et c'est aussi pour ça qu'elles l'ont fait, parce que ça leur a permis derrière de réduire le nombre d'accidents qu'elles avaient sur les chantiers. Donc, on peut en effet rester dans un... C'est un peu le pourquoi est-ce qu'on va changer. On n'a pas le temps. Après, on peut aussi se dire, posons-nous pour pouvoir y arriver. Pour vous donner un exemple, on est sur un projet où en fait, au départ, le client nous a dit « Ah, mais moi, j'ai déjà 3 mois de retard. » Et en fait, en travaillant avec le client et les différentes parties, donc les entreprises, la maîtrise d'œuvre, par rapport aux 3 mois de retard qu'il avait, on a réussi à gagner 5 mois. Donc ça veut dire qu'on a pris les 2 mois de marge de manœuvre dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, c'est parce qu'on a travaillé avec toute l'équipe. On aurait pu se dire, 3 mois, c'est fini, on aura ces 3 mois de retard-là. Sauf que derrière, on a des clients qui ont des impératifs. Quand vous faites une résidence, par exemple, universitaire, en fait, si la résidence n'est pas ouverte en septembre, c'est pas possible. On perd un an. Donc, il y a des façons de mettre les choses en place. Après, c'est pour ça que je vous disais, soit les gens ont la conviction qu'ensemble, ils vont pouvoir revoir la chose, comment travailler, et ils vont y arriver. Soit les gens se disent, non, mais on fait comme d'habitude, et c'est là où on a beaucoup de résistance. Et à ce moment-là, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, la preuve est là. Bonjour, merci Bonjour. pour votre présentation. Alors moi simplement j'ai une petite réserve sur un point dont vous avez abordé, dont il s'agit quand vous dites le Lean, c'est la coordination des informations. Tout à fait, ouais. Alors la seule question c'est, est-ce que c'est pas déjà le cas avec le BIM ? Le BIM ne s'occupe-t-il pas déjà de cela ? Alors, si je travaille avec une maquette BIM, est-ce que la maquette va me dire Vincent, là, tu es en retard, tu n'as pas fait ça. Ou Vincent, tu n'as pas donné cette information. La maquette, c'est le lieu où je vais soit dessiner, soit via des tableurs Excel, mettre des informations en disant, voilà, je définis, je caractérise un des éléments qui va être construit. Mais maintenant, pour savoir ce que je dois mettre, pour savoir qui doit faire les choses, pour savoir l'information que je dois récupérer, il faut bien que je parle d'information. Donc le BIM, c'est de la donnée. Ce n'est pas de l'information. C'est de l'information sur l'objet qui est dessiné. Et en fait, l'information de l'objet qui est dessiné, c'est de la donnée. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais savoir si je désire me former à la formation. Ça se passe comment ? Est-ce que j'incorpore toute mon équipe ou juste moi ? Non, c'est toute l'équipe. Toute l'équipe. C'est le côté collectif. Et ça prend combien de temps à peu près ? En fait, lorsqu'on intervient sur les chantiers, on demande à avoir une journée et demie avec les équipes pour pouvoir faire cette planification que je vous ai montrée, pour pouvoir leur expliquer l'intérêt. Et après, en fait, les gens sont suivis au quotidien ou à la semaine. Mais il y a un point de départ à avoir. C'est 1 ou 2 journées. Après, vous avez la chance d'être au saisie. Et le saisie, donc, alors je ne sais pas si ça va être prolongé sur les années à venir, mais on a fait une formation où on a montré tous les outils, on allait beaucoup plus loin. Ça fait que ça vous donne un vrai bagage là-dessus. Voilà. On va conclure puisqu'on atteint l'heure limite et la fin du live à 14h. Merci, on peut encore remercier chaleureusement Monsieur Morel. Merci à vous pour vos questions, à ceux qui nous regardent également via le live. Donc, vous allez pouvoir voir ou revoir cette causerie sur le replay, comme je vous l'indiquais. Donc, les causeries saisies sur la chaîne YouTube Saisie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il vous plaît,
Donc, des questions sur causerie au pluriel idfc@saisie.fr, des idées de thématiques, des idées de causeurs, n'hésitez pas. La présentation d'aujourd'hui sera disponible dans quelques jours. Et puis, je vous remercie de votre présence encore une fois et vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour parler du commerce international, des technologies. C'est une nouveauté aussi, on n'en a pas encore abordé cette thématique, mais dans vos missions plus tard, avec vos missions d'ingénieur, vous serez amené peut-être à faire un peu de commercial et à l'international, pourquoi pas. Donc encore un sujet riche et intéressant pour vous. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci de votre accueil.